Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sous forme de webinaire au sujet des carburants alternatifs qui fait suite au précédent que nous avons réalisé le mardi 16 juin sur les énergies de transition dans le secteur du transport routier. Nous sommes donc dans la continuité aujourd'hui puisque nous allons vous présenter un état des lieux, cette fois-ci des énergies de rupture dans le transport routier, où nous citerons notamment plusieurs projets et expérimentations en cours sur l'électrique et l'hydrogène dans le secteur. Je vais donc commencer par me présenter avant de laisser la parole à Bertrand qui a eu quelques soucis techniques de connexion. Donc, on espère que tout va bien se passer et qu'il arrivera à tenir sa connexion et sa partie. Autrement, on fera sans. Donc, moi, je suis Andrew Patry, chargé de mission chez EcoCO2, en charge notamment de l'accompagnement des entreprises de la région Normandie dans les différents dispositifs du programme EVE et en particulier Objectif CO2 et EVCOM. Voilà, et donc moi je suis Bertrand Dumas, je suis l'homologue de Andrew, mais sur la région Occitanie, sur la partie est de la région Occitanie. Alors avant toute chose, je me permets de vous rappeler qu'en cas de souci technique, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton Aide qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous pouvez également télécharger le support de présentation et retrouver également notre webinaire sur la chaîne YouTube. De plus, tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet correspondant, comme l'indique la flèche orange sur la diapo. N'hésitez pas non plus à répondre au sondage en fin de webinaire afin que nous puissions continuer à nous améliorer dans la conception et l'animation de ces webconférences. Nous suivrons le plan suivant aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons faire un état des lieux du marché de l'électrique dans le transport routier, tout en vous fournissant également des retours d'expérience d'entreprise, et notamment ceux des transports de Lanchy et de Transdev, qui effectuent tous deux des expérimentations sur des véhicules électriques en conditions réelles. Puis Bertrand vous présentera l'hydrogène, si sa connexion se maintient, en faisant à son tour un état des lieux global sur ce qu'est l'hydrogène et son état de maturité, mais également vous fournissant des projets d'expérimentation et des réflexions d'entreprise, ainsi que des territoires qui s'impliquent sur le sujet actuellement. Nous souhaitions également remercier l'ensemble des entreprises et partenaires qui s'affichent à l'écran, avec qui nous avons pu échanger pour préparer notre présentation du jour. Également, nous remercions bien évidemment nos deux collègues, Estelle et Stéphane, qui nous ont bien aidés à nouveau dans la préparation de ce webinaire. En guise d'introduction, nous pouvons rappeler que le contexte réglementaire aujourd'hui est de plus en plus favorable à l'adoption de ces énergies sur le moyen long terme. Plusieurs réglementations sont en cours afin d'imposer progressivement dans le paysage du transport routier des véhicules à faible émission utilisant des énergies décarbonées. Prenons l'exemple de la trajectoire que prend la stratégie nationale bas carbone qui prévoit la neutralité carbone en 2050, par exemple. Nous pouvons également citer la nouvelle contrainte pour les constructeurs automobiles dont on a entendu parler dans les médias ces derniers mois, qui limite les émissions de CO2 équivalent à ne pas dépasser. Donc, celle-ci est effective depuis le 1er janvier 2020, à savoir les véhicules particuliers neufs vendus dans l'Union européenne devront émettre au maximum 95 grammes de CO2 par kilomètre au lieu de 130 grammes de CO2 par kilomètre en 2015. Enfin, nous en avions également parlé le 16 juin dernier, le développement des ZFE, zones à faible émission, est un point primordial aujourd'hui pour les transporteurs à ne pas négliger, puisque, je le rappelle, elle vise à interdire la circulation des véhicules les plus polluants dans les villes concernées, ce qui restreint donc l'accès au centre-ville des entreprises de transport. L'objectif final étant d'améliorer la qualité de l'air des zones urbaines et protéger la santé des populations. Un exemple concret, en 2024, par exemple, il est prévu l'interdiction de circulation des véhicules diesel, y compris les poids lourds dans Paris et dans le périmètre de la ZFE du Grand Paris également. Donc, c'est un point extrêmement important pour les transporteurs aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la mise en place de ces restrictions a débuté dans les grandes villes, à commencer par Paris, Lyon, Marseille, mais s'étend aujourd'hui à plusieurs autres grandes métropoles en France, comme Rouen, Strasbourg, Grenoble ou encore Toulouse.
À noter que depuis, la carte a un peu évolué, hein. Nous comptons en juin 2020 23 villes concernées, dont par exemple Lille, qui est en supplément, qui ne se trouve pas ici sur la carte. Après avoir rappelé ce volet réglementaire, passons donc désormais à la présentation du marché de l'électrique. On va commencer par quelques données chiffrées. Donc, selon l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, la filière électrique est aujourd'hui en plein essor, notamment au niveau européen, où l'on constate les ventes de 360 000 véhicules électriques en 2019, ce qui représente une progression de 80% par rapport à l'année précédente. La vente des véhicules hybrides est également positive, avec une évolution de plus 7%. Et il est également intéressant d'observer que dans le même temps, les ventes des véhicules diesel connaissent une chute de moins 14% sur la même année. On constate notamment sur le graphique que la France se place à la 4e place au niveau européen en termes de vente de véhicules électriques sur l'année 2019, avec plus de 40 000 ventes, soit une hausse de 38% par rapport à l'année précédente, et se trouve derrière l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège. Ces évolutions sont également favorables et elles semblent se confirmer en ce début d'année 2020. Pas plus tard que ce matin, je voyais que les ventes du mois de juin ont été triplées en 2020 comparées aux ventes de l'année 2019. Alors, qu'en est-il de l'évolution des véhicules utilitaires légers et des bus électriques qui nous intéressent davantage sur le secteur? On constate que l'évolution est également positive pour les VUL au niveau européen, avec plus de 30 000 ventes répertoriées en 2019, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à l'année 2018. Le contexte au niveau national est un peu différent, puisque cette fois-ci, on constate un léger recul de 2% des ventes en 2019. Mais malgré tout, la France reste en tête des ventes des VUL électriques en Europe sur l'ensemble de l'année. À noter que les véhicules les plus plébiscités en 2019 étaient les Renault Kangoo et Nissan ENV 200 que vous avez ci-dessous en photo. Et les ventes des bus électriques ont connu quant à elles un fort bond en 2019, à la fois au niveau européen avec une hausse de plus 184% et plus 200% de ventes de bus électriques en France, ce qui représente en valeur absolue 285 nouveaux bus électriques sur l'année. Alors, lorsque l'on parle de l'électrique, la grande interrogation concerne les batteries des véhicules, qui est au cœur du problème aujourd'hui. Dans le même temps, ces mêmes batteries connaissent également des progrès technologiques très forts. On va le voir par la suite. La batterie lithium est aujourd'hui le type de batterie la plus répandue, avec une densité d'énergie de l'ordre de 30 à 85 kWh pour les voitures particulières et de 100 à 300 kWh pour les véhicules industriels. Le rendement d'une batterie est de l'ordre aujourd'hui de 85% et celle-ci ne doit jamais être déchargée à 100%. Par ailleurs, pour avoir un TCO maîtrisé, donc à savoir un coût total de possession des véhicules maîtrisé, qui est d'ailleurs un point primordial et qui est non respecté à ce jour, notamment pour les tracteurs électriques, il faut avoir une durée de vie raisonnable des batteries, qui aujourd'hui, la durée de vie s'approche des 2500 cycles, ce qui représente environ 7 à 8 ans de durée de vie. Et l'objectif à terme est d'arriver sur une durée de vie de 3000 cycles, ce qui représente à peu près 10 années. Enfin, les batteries vont connaître dans les années qui suivent de fortes évolutions technologiques. Beaucoup de recherches sont actuellement en cours pour améliorer la performance des batteries. De plus, aujourd'hui, le coût de la batterie explique en grande partie le coût qui est très élevé pour les véhicules électriques, de l'ordre de 580 000 € pour un bus électrique avec batterie, par exemple, versus 250 000 € aujourd'hui pour un bus diesel. Mais on se rend compte finalement que le coût intrinsèque de la batterie depuis 2010 ne cesse de diminuer, en passant d'environ 1 200 $ du kilowattheure en 2010 à peu près 150 $ du kilowattheure aujourd'hui, soit une baisse du coût de la batterie de 87% en 10 ans. D'ailleurs, l'objectif est d'arriver sous la barre des 100 $ du kilowattheure en 2024. Parlons également de l'Alliance européenne de la batterie, qui met en œuvre aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros d'aide publique pour accentuer les recherches sur l'amélioration de la performance des batteries.
qui vise notamment à faire émerger une filière industrielle en Europe pour contrer l'avance notamment des Asiatiques en la matière et notamment de la Chine. Plusieurs sources et notamment un cabinet américain visent actuellement à mettre au point au niveau technologique la batterie du futur, à savoir la batterie tout solide qui peut atteindre une densité d'énergie cette fois-ci de l'ordre de 500 kWh, soit le double de ce qui existe aujourd'hui, avec notamment une autonomie bien meilleure de 400 à 800 km. Attention toutefois, sur ce volet recherche, beaucoup de verrous technologiques persistent sur cette version de batterie tout solide et beaucoup de chercheurs préfèrent rester prudents aujourd'hui sur le sujet. Alors, concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques, aujourd'hui, 90% des applications de véhicules industriels électriques concernent des véhicules avec recharge au dépôt, qui permet de recharger la batterie sur une durée de 6 à 8 heures. Il existe plusieurs types d'infrastructures de recharge, des charges lentes, accélérées ou à haute puissance allant jusqu'à 150 kW. À court terme, les bornes pourront monter jusqu'à 350 kW. Attention, toutefois, le temps de recharge dépend de la puissance, forcément de la borne de recharge. Prenons un exemple, pour un véhicule déchargé disposant d'une batterie de 200 kWh, celle-ci sera rechargée en 4 heures avec un dispositif de recharge d'une puissance de 50 kW ou en 2 heures grâce à un chargeur plus puissant de 100 kW. Aujourd'hui, nous avons également 3 types d'infrastructures de recharge dynamique qui émergent sous forme d'expérimentation et de tests. Le premier concerne le dispositif par induction, comme vous pouvez le voir sur la première photo avec la solution Bombardier qui a été mise en place à Berlin sur des arrêts d'autobus. La solution consiste en un transfert d'énergie sans contact et de charge ultra rapide grâce à l'activation des équipements de la chaussée lors du passage du véhicule. C'est une solution qui est toutefois onéreuse et plutôt destinée aux VUL de basse puissance. La deuxième solution que vous voyez sur la diapo est celle concernant le système par caténaire. Vous avez ici l'exemple de la solution Siemens qui est en test du côté de Francfort. Une solution inspirée du ferroviaire qui permet un transfert d'énergie suffisant pour les véhicules industriels de 400 kW, qui permet à la fois de réaliser la traction mais aussi la recharge des batteries embarquées. Un des obstacles toutefois de cette solution concerne la gêne visuelle. La troisième solution concerne la conduction par le sol, qui est une technique aujourd'hui plus répandue. Il s'agit ici des véhicules équipés de capteurs rétractables qui permettent la recharge des batteries lors du passage du véhicule, comme vous le voyez sur la photo avec l'expérimentation d'Alstom sur une voie d'essai avec un véhicule Volvo, notamment en Suède. Des expérimentations sont également en cours en Allemagne et en Corée du Sud sur le sujet. Alors, je vais passer assez rapidement sur cette diapo le réseau de distribution. Selon l'AVER, aujourd'hui, le territoire est constitué de 29 000 points de charge sur l'ensemble du territoire à fin 2019. À noter que la France est d'ailleurs l'un des pays les plus équipés d'Europe à ce niveau aujourd'hui. La mise en place justement des bornes électriques progresse assez rapidement. Au sujet de la performance environnementale, il est important de prendre en compte les émissions du puits à la roue, qui inclut l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie, et donc notamment la production et le recyclage de la batterie. Pour l'électricité, tout va dépendre de l'origine, de son origine. Sans rentrer dans un débat, on constate aujourd'hui que l'origine de l'électricité est relativement décarbonée en France, puisqu'aujourd'hui, les 3/4 de l'électricité produite sur le territoire national provient du nucléaire, qui est lui-même peu émetteur en termes d'émissions de CO2 équivalent. Selon la base carbone de l'ADEME, en 2018, les émissions de CO2 équivalent engendrées par la production d'1 kWh en France étaient de 57 grammes CO2 par kWh. Quant à titre de comparaison, l'empreinte carbone du charbon, par exemple, correspond à environ 1000 grammes CO2 du kWh pour le charbon. Selon les fiches actions objectifs CO2 de l'ADEME, comparé à un véhicule gasoil similaire, la réduction des émissions de CO2 équivalent avec un véhicule électrique est de l'ordre de 94% de réduction, en prenant en compte les émissions du puits à la roue. À noter que ces calculs, qui mènent à une réduction de 94%, ont été réalisés sur des véhicules allant de 3,5 tonnes
et 5,5 tonnes. Les réductions seront sûrement différentes pour les tracteurs et les poids lourds. De plus, les rejets en NOx et en particules sont quasi inexistants, ce qui permet notamment aux véhicules électriques de bénéficier de la vignette critère dans le cadre des ZFE dont on a parlé en introduction. Pour compléter ce volet performance environnementale, nous vous conseillons 2 études réalisées en 2018 sur des comparaisons en termes ACV. La première étude a été réalisée en septembre 2018 par le cabinet de conseil Carbone 4 qui propose une modélisation de l'empreinte carbone à horizon 2030 en termes d'analyse de cycle de vie. Et donc cette étude remonte le fait que les émissions de CO2 sont bien moins élevées pour les véhicules électriques, de l'ordre de 46 grammes CO2 du kilomètre, versus les véhicules thermiques, où les émissions sont de l'ordre de 182 grammes CO2 du kilomètre. La seconde étude concerne celle réalisée en avril 2018 par l'ADEME, en partenariat avec IFP Énergie Nouvelle, qui fournit un bilan ACV en comparant différents types de véhicules. Et ici, je vous ai repris le graphique concernant les bus 100% électriques, comparé aux bus diesel, et on constate à nouveau que le bilan est favorable aux véhicules électriques. L'étude précise notamment que cette énergie est plus adaptée aux usages intensifs et aux transports en commun notamment. Donc aujourd'hui, le marché de l'électrique est un marché qui convient plutôt aux livraisons réalisées en zone urbaine et en centre-ville, donc favorable aux VUL et aux petits porteurs notamment, en attendant les évolutions technologiques et la sortie de nouveaux tracteurs plus performants chez les constructeurs. Si l'on devait lister les avantages et inconvénients de cette énergie, la bonne performance environnementale, tant au niveau des émissions de CO2 qu'au niveau des polluants, serait à mettre en avant, notamment grâce à la production d'électricité majoritairement décarbonée que nous connaissons en France, comme on l'a dit précédemment. En revanche, parmi les inconvénients, au-delà du surcoût très élevé des véhicules aujourd'hui, et donc une TCO qui est de l'ordre, qui est assez défavorable à ce jour, de l'ordre de 159%, selon une expérimentation de Renault Trucks avec qui on a pu échanger, se pose également la question des émissions de CO2 équivalent émis lors de l'extraction des métaux rares, tels que le colbate ou le lithium, pour produire les batteries, des métaux rares qui sont directement extraits des mines chinoises notamment. Donc ces émissions de CO2 équivalents sont également à prendre en compte et viennent noircir quelque peu le tableau, mais des évolutions peuvent être attendues à ce niveau également à l'avenir. Et pour finir, au niveau de l'offre des constructeurs, plusieurs constructeurs s'y intéressent davantage à cette énergie et plus encore à l'hydrogène sur le long terme. On pense tout de suite à la récente entente et partenariat entre Iveco et Nikola sur les poids lourds électriques et hydrogène, un partenariat qui est ambitieux, dont l'objectif est de participer au développement de ces nouvelles technologies. Nikola, MAN, Mercedes, Tesla et Daimler sont également fortement impliqués sur la mise en place d'une offre électrique pour les porteurs et pour les poids lourds à l'avenir. Au niveau national, Renault Trucks croit fermement en cette énergie électrique qui va se développer avec des batteries de plus en plus performantes et une évolution du prix qui va dans le bon sens. Selon le constructeur, l'électrique va se développer sur des segments plutôt de niche d'ici 2026. Comme on en a échangé, et l'évolution des batteries, notamment avec les batteries tout solides, commercialisées entre 2025 et 2030, vraisemblablement, constitue un gros enjeu et beaucoup d'espoir. Donc ici, sur la diapo, vous voyez la nouvelle gamme Z2 électrique deuxième génération lancée par le constructeur depuis mars de cette année, allant du VUL au porteur 26 tonnes avec la gamme D-Wide. Donc pour le Master, l'autonomie est de 120 km avec une tonne de charge utile, tandis que pour le 16 tonnes, par exemple, l'autonomie est prévue entre 100 et 300 km en fonction des usages, avec une charge utile entre 5 et 8 tonnes. À noter également qu'une version benne à ordures ménagères est également disponible avec entre 60 et 100 km d'autonomie réelle en activité BOM et 11 tonnes de charge utile. On va passer sur la partie retour d'expérience et projet d'expérimentation. Donc, nous souhaitions mettre en avant l'expérimentation toujours en cours des transports de Lanchy, qui est une entreprise familiale née à Lorient en 1958,
composé d'un parc de 900 véhicules, dont 700 poids lourds, qui transportent sur l'ensemble du territoire national des produits frais sous température dirigée positive, à savoir des températures entre 0 et plus 8 degrés. Delanchy possède un partenariat historique avec Renault Trucks depuis plus de 50 ans, ce qui a mené à un projet en commun en 2017, donc l'expérimentation d'un véhicule 100% électrique de 13 tonnes avec une charge utile supérieure à 4 tonnes en conditions réelles. À noter que cette expérimentation a été prolongée 2 fois et aujourd'hui Delanchy roule encore avec le véhicule, ce qui montre que c'est tout à fait satisfaisant, tant au niveau du client qu'au niveau des riverains, notamment sur la région lyonnaise, puisque les livraisons concernent Lyon. Donc pour revenir au véhicule, c'est un prototype spécifiquement conçu par Renault pour l'occasion, puisque la livraison se fait en sous-sol au niveau des halles de Lyon, avec un moteur de 103 kWh avec batterie lithium pour un total de puissance évalué à 170 kWh, avec un temps de recharge de 8 heures, donc la nuit, grâce à un chargeur de 45 kW. L'autonomie du véhicule est estimée à 150 km. Donc cette expérimentation, comme j'ai dit, concerne des livraisons de clients aux halles de Lyon. Le trajet réalisé est d'environ une vingtaine de kilomètres entre Cobras et Lyon, plus précisément, et le véhicule effectue 100 à 120 km par jour. Il possède également une caisse sous température dirigée de Chéreau, dont on reparlera par la suite, et un groupe frigo Carrier alimenté à 100% par les batteries électriques de traction du châssis du véhicule. Yannick Renaud, qui est le directeur technique des transports de Delanchy avec qui nous avons échangé, nous a garanti que ce véhicule était vraiment fiable et surtout facile à prendre en main par les conducteurs qui se sont très rapidement adaptés à ce nouveau véhicule. Et donc ce test s'est donc révélé positif à la fois pour Renault Trucks qui élargit sa gamme, mais également pour Delanchy qui a annoncé un premier achat en 2020 d'un véhicule porteur électrique 16 tonnes chez Renault. Et enfin, Transdev donc est également un très bel exemple d'entreprise de transport qui s'implique dans les expérimentations à énergie de rupture. Transdev se définit d'ailleurs comme le premier opérateur européen de la mobilité zéro émission, grâce notamment à l'ensemble de ces 600 bus électriques qui fonctionnent aujourd'hui répartis sur 9 pays européens, dont une bonne partie en France. Et l'objectif du groupe est d'arriver à plus de 1500 bus électriques en circulation d'ici 2024. On vous a sélectionné quelques-unes de ces expérimentations, mais celles-ci sont loin d'être exhaustives. Donc, on a par exemple un bus électrique qui roule sur l'agglomération de La Rochelle depuis 2018. Dans la région Grand Est, une ligne entre Metz et Louvigny qui est également en cours depuis mars 2019. À Valence également, la ligne avec le plus fort taux de fréquentation roule en bus 100% électrique et qui transporte plus de 2,5 millions de voyageurs chaque année au passage. L'expérimentation a quant à elle démarré en juin 2019. Un autre exemple concerne l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, qui est le premier aéroport de France à se doter de navettes passagers 100% électriques. Nous verrons tout à l'heure d'ailleurs avec Bertrand que d'autres projets avec des véhicules électriques hydrogène sont en cours sur d'autres aéroports de France. Enfin, nous pouvons citer Transdev Île-de-France qui a investi des véhicules sur la ligne depuis 2016 sur la ligne Argenteuil-Sartrouville. Voilà pour la partie électrique. Bertrand, je ne sais pas si la connexion est meilleure. Je te laisse la parole. Je pense que vous m'entendez. On t'entend. Je pense que vous m'entendez, mais que vous ne me voyez pas. Je vous propose de ne pas mettre ma caméra parce que visiblement, ça sature un petit peu ma ligne. Donc, je vais vous présenter donc la suite de ce webinaire en espérant que ça aille jusqu'au bout sur l'hydrogène, donc une autre énergie de rupture. On va faire un petit rappel, mais je crois qu'Andrew l'a dit plusieurs fois. On a fait un premier webinaire en décembre où vous aviez des informations très précises sur l'origine de l'hydrogène. Mais là, pour rappel, donc, de manière un peu, pour résumer, il y a deux manières de produire de l'hydrogène. Donc, soit par vaporeformage en combinant du méthane et de la vapeur d'eau,
Le problème, et ça vous le savez aussi, c'est que le méthane est un gaz qui est très fortement émetteur de CO2, pratiquement 25 fois plus que le dioxyde de carbone, que le diesel, pardon. Bien sûr, si ce méthane est d'origine bio, on retombe sur une énergie qui peut avoir des vertus en termes de CO2. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est cette deuxième façon de produire l'hydrogène, c'est par électrolyse. Donc vous avez en gros, de manière très résumée, les 4 étapes qui permettent, à partir de la séparation des molécules dans l'eau, de produire de l'hydrogène. Mais vous voyez bien que là, on parle plutôt d'un vecteur d'énergie plutôt que d'une énergie, puisque l'hydrogène va être recombiné ensuite à l'intérieur d'un véhicule dans une pile à combustible pour produire l'électricité. On est très proche de la technologie que Andrew vient de vous présenter. On va pas trop s'attarder non plus sur la suite parce que ça aussi on l'a déjà bien vu lors du précédent webinaire, donc sur les avantages et les inconvénients. Je ne vous cache pas que l'hydrogène n'est pas forcément l'énergie la plus mature aujourd'hui, ça c'est très clair, hein, il y a encore un petit peu de progrès à faire, mais ça avance vite et très vite. On avait cité dans le précédent webinaire donc quelques avantages et inconvénients. J'attire votre attention sur deux inconvénients particuliers, le surcoût des véhicules et le manque de stations d'approvisionnement. Alors pourquoi j'attire votre attention là-dessus? C'est que dans les projets que je vais vous présenter tout à l'heure, il y a aujourd'hui des solutions qui permettent de passer outre cet obstacle. Bien évidemment, la pile à combustible, ce qui nous intéresse en priorité, c'est la très forte diminution des émissions de polluants. Ça, c'est une évidence, que ce soit l'inox, que ce soit les composés organiques volatiles, ou que ce soit les particules. Et c'est la très forte diminution du CO2 aussi, si bien sûr l'hydrogène est produite à partir de ce que l'on a vu tout à l'heure sur l'électrolyse. On a les mêmes gains en termes de CO2 que ce que Andrew vient de vous présenter, c'est-à-dire qu'on est autour de 90-95%. On n'a pas aujourd'hui des ACV très très complètes et on n'a pas toutes les études nécessaires, mais on est sur ces gains de CO2-là. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des solutions qui arrivent aujourd'hui. Alors, l'hydrogène devient de plus en plus mûr et il y a vraiment des progrès et les progrès vont très très vite. Pour tout ce que l'on va dire et tout ce que pour plus d'informations, je vous invite quand même à aller voir le site de l'AFIPAC, où là, vous avez absolument toutes les informations suffisantes et nécessaires sur l'hydrogène. Mais on va quand même détailler quelques solutions. Alors, l'hydrogène a deux usages. Un usage sur la propulsion et un usage sur les moteurs auxiliaires. Alors ça, sur les moteurs auxiliaires, par contre, là, on a une certaine maturité de production d'hydrogène et de ces technologies. Et là aussi, on vous présentera tout à l'heure quelques expériences qui sont plus que des expériences, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui une réalité et qui fonctionnent au quotidien. Sur les véhicules lourds, sur les porteurs, là on parle de transport de marchandises, c'est bien sur les porteurs que l'on a le plus de propositions aujourd'hui. Donc là, on vous a fait une petite diapo où on voit à peu près tout ce qui peut se produire aujourd'hui en termes de porteurs. Vous avez donc des Chinois comme Dongfang, le Coréen Hyundai. On en reparlera aussi parce que là, il y a vraiment un vrai volume important de véhicules qui vont être livrés bientôt. Et puis, je vous invite à regarder le porteur Renault PVI. C'est intéressant parce que c'est un châssis modulable sur lequel on peut greffer plusieurs outils, notamment une benne à ordures ménagères, une bonne, etc. Sur les tracteurs, on a peut-être un petit peu moins d'avance sur la production, c'est en cours, mais là aussi c'est pareil, hein, vous avez les grands constructeurs qu'on connaît tous, vous avez à nouveau aussi un chinois, GMC, et puis vous avez le projet Cassiope, donc on en reparlera tout à l'heure. Là aussi c'est une expérience intéressante parce que c'est du rétrofit, donc ça peut être plutôt intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans l'hydrogène mais qui ne veulent pas forcément acquérir un véhicule entièrement au départ. Très concrètement, donc une expérience qui aujourd'hui fonctionne très très bien, c'est le bus Innova de Safra. Donc ça, c'est une marque qui est française, qui est fabriquée à Albi. Là, on a un hybride avec une batterie. C'est très souvent la technologie qui est employée dans les véhicules lourds. On a une batterie d'accompagnement et de soutien, une batterie classique comme l'a présenté Andrew tout à l'heure. L'autonomie est tout à fait suffisante, vous le voyez, pour une ligne urbaine, 320 km. Ce qui est intéressant pour le diesel, contrairement peut-être à l'électrique,
pour les transports de voyageurs, c'est qu'un véhicule diesel égale un véhicule hydrogène, ou l'inverse si vous le souhaitez. Ce qui n'est pas forcément le cas pour un véhicule électrique, puisqu'on a quelquefois besoin, vu les temps de recharge de ces véhicules lourds, de doubler le matériel sur la ligne. Ce n'est pas le cas pour l'hydrogène. Donc ça, c'est un avantage. Autre proposition qui est aujourd'hui tout à fait d'actualité et qui fonctionne, le partenariat Iveco-Nikola, donc l'américain Nikola, avec un tracteur qui fonctionne aujourd'hui et avec l'annonce d'Iveco-Nikola de 8000 véhicules hydrogène qui rouleront dès l'année prochaine aux USA avec cette technologie-là. On est sur la pression à 350 bars. Je ne sais pas si vous vous souvenez du précédent webinaire, mais on disait qu'on pouvait aller jusqu'à 700 bars. Donc là, on est sur une pression moyenne. Donc ça veut dire peut-être des temps de recharge plus rapides, mais une autonomie peut-être un petit peu moindre. Mais là, on a quand même une autonomie de 500 km qui est ce qui est tout à fait suffisant pour une grande partie de l'activité des transporteurs sur le territoire. Le partenariat Daimler-Volvo, là, c'est plus sur la construction de piles à hydrogène pour les poids lourds, mais ça, c'est quelque chose qui est aussi une réalité, puisque on a des prévisions à très court terme de production en série de cette pile à combustible. Alors, des expériences qui ont fait leurs preuves cette fois, des choses qui fonctionnent bien. Donc, Andrew en a parlé de Chero et a parlé de ces entreprises-là sur l'électrique, mais ce sont aussi des entreprises qui se mobilisent sur l'hydrogène, particulièrement donc le groupe Chero, qui développe une semi à l'hydrogène, et avec l'ambition d'avoir 20 à 25% de sa production en hydrogène très rapidement. 1000 véhicules dans les 10 ans qui viennent. Et un des tout premiers véhicules a été mis à disposition de Lanchy. Donc là, on est sur une semi-froid, avec une autonomie de 2 jours. Donc vous voyez que c'est là aussi tout à fait adapté à une activité froid. Donc voilà, donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent déjà bien, qui sont déjà bien en route et bien rodées. Donc c'est une réalité. Même chose, toujours pareil, des expériences, des réalités aujourd'hui sur les lignes de bus. Donc, je sais qu'Andrew en a parlé sur un autre aéroport, mais sur l'aéroport de Toulouse, il y a 4 bus Safra fin 2020 qui vont rouler dans le cadre avec le marché qui a été remporté par Transdev, donc sur l'aéroport de Toulouse. Pareil pour la ligne Tadao sur le nord de la France, Lens-Béthune, avec le syndicat mixte des transports Artois-Goël. Et puis, vous avez actuellement, dès décembre 2020, 5 bus à l'hydrogène sur Auxerre qui vont fonctionner, donc toujours avec Transdev, dans le cadre de la ligne du réseau Léo. Je vous avais parlé rapidement tout à l'heure, et on va y revenir donc un petit peu dessus sur le projet Cathiope. Donc ça, c'est une expérience qui est intéressante. Les autres aussi d'ailleurs, mais celle-là, elle l'est particulièrement peut-être parce que c'est du rétrofit. C'est-à-dire que c'est vraiment la mise à disposition d'un moteur, d'une technologie hydrogène sur un châssis déjà existant. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est une ligne qui fonctionne sur Cavaillon et sur Aix-en-Provence avec Carrefour. Donc c'est un Carrefour qui est à l'origine, avec le projet Cathiope, qui est à l'origine de cette expérience-là, et elle fonctionne aujourd'hui très bien. Donc il n'y a pas besoin d'acquérir un nouveau véhicule aujourd'hui. On peut avoir des solutions comme ça de transfert de véhicules sur l'hydrogène. Alors, je vous ai tout à l'heure parlé de ces deux inconvénients qu'on pouvait noter sur l'hydrogène, qui étaient à la fois la difficulté d'avoir des stations d'approvisionnement et le surcoût des véhicules, hein, il ne faut pas se le cacher, les véhicules sont aujourd'hui très très chers à l'achat. On parle de 500% de plus du coup sur. Alors là, je sais plus. Alors, je vais reprendre la main puisque je crois que Bertrand nous a quittés. Donc, on vous parlait des problèmes de connexion. C'est le désavantage, on va dire, du télétravail. Il y a des avantages, mais voilà, les connexions à domicile font partie des inconvénients du télétravail. Voilà. J'allais reprendre la main, mais du coup, Bertrand, je vois que tu es revenu. C'est parfait. Je te laisse reprendre la main.
Bon, désolé. Et c'était pour un projet qui est quand même un projet très très important, puisque ce sont des projets structurants sur un territoire. On l'a dit donc tout à l'heure, le problème c'est les stations d'avitaillement et c'est le surcoût des véhicules. Là, vous avez un projet européen qui est en train de se mettre en place sur un corridor entre la Wallonie et la Catalogne. Donc, ça concerne les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, donc Wallonie plus au nord et Catalogne plus au sud, avec la possibilité de prendre en charge le surcoût du véhicule avec deux possibilités, le suramortissement, mais lui qui est valable sur l'ensemble du territoire national, mais aussi une aide financière aux entreprises. Vous avez les chiffres ici, donc on va de 40 à 60% selon la taille de l'entreprise pour la prise en charge du véhicule. On a fait rapidement des petits calculs avec les personnes qui m'ont présenté ce projet. Pour certains véhicules d'hydrogène, le coût est pris en charge, le surcoût est pris en charge en totalité, si l'on cumule bien sûr suramortissement et ces aides régionales. Ces aides régionales sont pour l'instant plutôt en direction donc des régions que je vous ai citées tout à l'heure, mais d'autres régions se mobilisent dans le cadre de projets européens. Et donc, on peut imaginer que très vite, l'ensemble des régions en France auront des systèmes d'aide pour aider sur le surcoût du véhicule. Pour toutes les entreprises qui nous écoutent et qui seraient intéressées par ce projet-là, je vous ai mis en bas les 2 mails des personnes qui gèrent ce projet. L'appel à projet est en cours, mais vous pouvez d'ores et déjà les appeler et faire acte de candidature. Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. Et ça, c'est voilà. Donc ça, c'est un projet intéressant parce que là, on voit que on s'organise sur un territoire pour promouvoir l'hydrogène. Voilà, donc moi j'ai terminé sur ma partie, j'espère pas avoir été trop coupé. J'espère que vous avez tout entendu. On termine par une petite diapo qu'on a déjà présentée, mais c'est une diapo qui est un peu une sorte de représentation d'un grand groupe de transport français. Comment il se représente l'avenir des énergies du transport dans les années qui suivent, donc jusqu'en 2040. On a, avec Andrew, récolté plusieurs types de représentations de ce type-là, et elles ont toutes des points communs. D'abord, elles parlent toutes de bouquet énergétique et non plus d'énergie unique, mais ça, avec Andrew, je crois qu'on l'a rabâché et on le redira à nouveau, mais là, on voit bien qu'on a un bouquet énergétique. Alors, ce bouquet énergétique, il est plus ou moins important en fonction des entreprises. On peut quelquefois avoir des représentations autour de 3 énergies, d'autres, on a 7 ou 8 énergies différentes, ça dépend aussi du périmètre, mais en tout cas, c'est clair qu'on n'a plus affaire à une seule et unique énergie. Et puis, on a la disparition programmée, plus ou moins longue selon les entreprises, mais on a la disparition programmée du diesel. Donc voilà ce que l'on pouvait dire. Vous l'avez compris aussi, ce qu'il faut bien noter, c'est s'intéresser non seulement donc le fait d'avoir plusieurs énergies, mais aussi à la source des énergies que vous utilisez. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a répété assez fréquemment, mais si on prend l'exemple de l'hydrogène, même par vaporeformage, si le méthane est d'origine bio, on peut avoir un certain intérêt. Par contre, si le méthane n'est pas biosourcé, c'est clair que le vaporeformage est catastrophique en termes de CO2. Donc, c'est bien la source de l'énergie qui est importante aujourd'hui à connaître pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Voilà, donc moi j'ai terminé, je pense qu'Andrew aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis j'espère qu'on vous a donné de très bonnes idées pour la suite du développement de vos entreprises. Alors Bertrand, je ne sais pas si on a un peu de temps là, peut-être qu'on va prendre 5 minutes pour répondre à 2 ou 3 questions quand même, si possible. Juste avant la partie questions, nous vous rappelons qu'on va faire une pause cet été dans le cadre des webinaires chez EcoCO2 et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée le mardi 15 septembre sur la thématique suivante, comment gérer les pneumatiques pour réaliser des économies de carburant. Ce sera notre collègue Arnaud Adelski, qui est actif aussi sur le chat à chaque webinaire, qui présentera justement ce sujet. N'hésitez pas à compléter également le petit sondage que vous avez à côté de la case questions, pour qu'on puisse toujours continuer à nous améliorer. Alors j'espère que la connexion était correcte pour vous. Bertrand a eu des soucis, mais j'ai vu sur le chat qu'il y avait d'autres soucis avec certains participants. Ça provient aussi peut-être de la plateforme Livestorm. Donc on va faire au mieux pour essayer de répondre à quelques questions. Ah oui, alors on a le petit pop-up, vous avez le petit pop-up pour vous inscrire au webinaire sur les pneumatiques dont on vient de parler.
Alors, Bertrand, je ne sais pas si tu m'entends, si tu es toujours là. Oui, je t'entends, moi. Mais on va commencer par quelques questions. Alors, j'ai essayé de répondre à quelques questions là par écrit. On va prendre les questions dans l'ordre des votes. Donc, la première question, c'est Mathieu Morin, une question de Mathieu Morin. Quelles évolutions sont envisageables pour les filières car tourisme dont les problématiques diverses limitent les déploiements? Alors, c'est vrai que, comme on l'a dit lors de la conclusion, hein, ce qu'il faut vraiment développer, c'est le mix énergétique en fonction des usages, des trajets. Donc en effet, là on vient de parler de l'électrique. Pour une activité car tourisme, ce n'est peut-être pas la solution aujourd'hui, en tout cas vu les autonomies, la solution à privilégier pour ce genre d'activité. On a parlé dans le webinaire sur les énergies de transition, des solutions comme le B100 aujourd'hui, qui peuvent être intéressantes hein, pour une activité du car tourisme avec une réduction au moins de 60% des émissions de CO2 et des autonomies similaires au gasoil. Il y a également les solutions au gaz à privilégier également avec le bio-GNV qui offre une certaine autonomie. Voilà, je ne sais pas si tu as des choses à compléter sur la partie car tourisme. Je pense que tu as tout. Je pense exactement la même chose que toi. Je pense qu'aujourd'hui, alors je pense que M. Morin veut évoquer les questions d'autonomie et de distance. C'est clair que les deux énergies qu'on vient de vous présenter ne sont pour l'instant pas vraiment compatibles avec ces distances-là. Mais Andrew l'a très bien dit. L'alternative au diesel pour des très longues distances aujourd'hui, c'est soit le gaz, soit l'oléosan, hein, qui est une alternative tout à fait correcte et qui a pour avantage de pouvoir être utilisé dans un certain nombre de moteurs diesel sans forcément acquérir de nouveaux matériels. Et ça, je pense que je vous rappelle le précédent webinaire, donc vous aurez là-dessus toutes les informations, quoi. Et oui, sur des longues distances, pour l'instant, le diesel reste encore, pendant quelques temps, l'énergie qui va durer. Là, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher. Ça, c'est vrai. On a une autre question qui a récolté 7 votes de Frédéric Robert. Existe-t-il pour les poids lourds un tableau chiffré des émissions CO2 équivalent comparant les énergies alternatives au diesel? Moi, je renverrai à la base carbone, déjà. Oui, tout à fait. Pour avoir les facteurs d'émission. Ouais, ça nous donne une idée. Alors, dans la base carbone, vous allez trouver des facteurs d'émission. Et vous allez trouver un facteur d'émission qui correspond à une ACV liée à une énergie du puits à la roue. Donc, ça vous permet de comparer. Si les facteurs d'émission sont plus ou moins élevés, vous avez des émissions qui sont plus ou moins faibles en fonction de ça. Donc, ça vous donne déjà une première idée. Après, vous avez un guide, qui est le guide qui a été édité par l'ADEME sur l'information sur les émissions de CO2. Et là, vous avez un guide qui se trouve sur le site, sur le net, hein, assez facilement. Et là, vous avez beaucoup d'activités qui sont comparées. Vous avez des tableaux où on vous compare quel type de gabarit, mais ce sont des données moyennes, nationales. Donc voilà, mais ça peut vous permettre d'avoir quelques idées et quelques réponses à vos questions. Et pour compléter, moi, je renverrai également sur le replay de notre dernier webinaire, parce qu'on a parlé des biocarburants et du GNV et du bio-GNV. Pour chacune de ces énergies, on a fait une diapo sur les performances environnementales. Donc, vous avez les performances environnementales d'indiquer pour ces différentes énergies alternatives sur le replay du webinaire énergie de transition, pardon. Et sur celui-ci également, on a proposé les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui sont très intéressantes pour la partie électrique hydrogène, même si pour le moment, on n'a pas encore vraiment de disponibilité, en tout cas sur l'ensemble des activités. Voilà pour cette question de Frédéric Robert. On a une autre question de Sandra qui nous dit si hydrogène doit venir du biogaz pour être propre, pourquoi ne pas fonctionner au biogaz? Alors, moi, je me suis permis de répondre que la production d'hydrogène
à privilégier, c'est celle à partir de l'eau, hein, via l'électrolyse, mais oui, bien sûr. qui est à prioriser vraiment sur le long terme. D'ailleurs, aujourd'hui, ça représente seulement 1% de l'hydrogène fabriqué dans le monde. La majorité de l'hydrogène fabriqué aujourd'hui dans le monde est de l'hydrogène dit hydrogène gris, hein, via la technique que tu as présentée sur tes diapos de vaporeformage. Oui, je ne sais pas si tu peux compléter par rapport à la partie biogaz. Je pense qu'effectivement, j'ai peut-être pas été très clair là-dessus, mais le vaporeformage, donc, est une production d'hydrogène à partir de combinaison du méthane et de l'oxygène, pardon, voilà. Cette combinaison-là, cette production-là, elle est essentiellement utilisée dans l'industrie. Elle n'est pas du tout utilisée ou très peu dans les transports. On la retrouve dans l'industrie, on la retrouve dans la production d'engrais, dans le secteur agricole, on la retrouve dans l'aéronautique, hein, avec Ariane Espace, par exemple. Donc, si votre question, c'est de dire, plutôt que de fabriquer l'hydrogène à partir du biogaz, utilisons directement le biogaz, bien évidemment, vous avez raison, sur le transport. Autant directement utiliser la source plutôt qu'une transformation quelconque. Là, l'idée, c'était plutôt de vous dire que cette énergie grise, cet hydrogène gris, comme l'a dit Andrew, elle pose de très gros problèmes d'émissions de CO2, mais elle n'est pas ou très peu employée dans les transports. Bon, voilà, peut-être que je n'ai pas été très, très précis quand je l'ai dit au moment où j'ai présenté cette slide, mais tout à fait. Ok, on va peut-être reprendre deux questions, une ou deux questions maximum, pour pas trop dépasser le temps. Alors, une question de Rachida, quel est le coût de transfert pour l'hydrogène? Je ne saurais pas répondre directement à cette question. Je propose que ce soit une question auquel on réponde peut-être un petit peu indirectement, parce que ce ne sont pas des informations si simples à trouver. Vas-y. Alors, je l'ai pas forcément, mais je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais un des inconvénients et des coûts de la production massive d'hydrogène à l'avenir par l'électrolyse serait le fait que ça nécessite une production supplémentaire importante d'électricité, non envisagée encore. Il faudrait en effet tripler la production nationale actuelle pour alimenter le parc de 30 millions de véhicules en France, par exemple. J'avais un peu anticipé ce genre de questions sur l'hydrogène et la capacité à alimenter de nombreux véhicules à l'avenir sur l'hydrogène. Donc, si l'hydrogène par électrolyse est à privilégier, attention toutefois à la production supplémentaire qui est d'électricité dont elle nécessite. Et aux États-Unis, par exemple, pour 350 millions de véhicules, il faudrait multiplier par 9 le parc actuel de 100 réacteurs nucléaires pour produire environ 7000 tonnes-water d'électricité. Voilà, je ne sais pas si ça répond concrètement à la question, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur les coûts. Alors non, l'hydrogène n'est pas compatible à ce jour avec le transport de matières dangereuses. C'est lié à la pression des réservoirs, entre autres. Bon, il y a peut-être d'autres contre-indications que je ne connais pas forcément, mais non, ça c'est clair que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est la question de Monsieur Sucou. Ouais. Ok. Et juste pour information, il y a des documents très intéressants de l'ADEME qui ont été réalisés, que vous pouvez trouver facilement. Vision ADEME 2035-2060 et Vision ADEME 2020-2040, qui peut donner aussi des informations assez intéressantes. Donc c'est une étude réalisée notamment par l'ADEME. Alors, je ne sais plus les dates que j'ai dit, mais c'est 2020-2060, qui a été réalisé en octobre 2018. C'est la trajectoire d'évolution du mix électrique. Et donc ça peut donner quelques indications, notamment sur la stabilité du réseau, si, par exemple, l'électrique se développe. Et on voit d'ailleurs que si l'électrique se développe, la stabilité du réseau peut être confirmée. Voilà.
On va prendre une dernière question. Je vois celle de Nicolas Muet il y a quelques secondes. Le projet Energy Observer est-il justement un bon démonstrateur? Alors, on a pu étudier notamment ce projet-là hein, dans le cadre de nos recherches. D'ailleurs, Delanchy, qu'on a cité, fait partie des supporters entre guillemets de ce projet. Energy Observer, ça consiste c'est un bateau qui est recyclé, il me semble, et qui fait le tour du monde pour voir un peu les études et les idées pionnières en termes d'hydrogène un peu partout dans le monde. Donc oui, ça participe à la recherche, ce projet-là. Il est plutôt intéressant avec pas mal de supports et de partenariats de différentes entreprises. Donc le site est d'ailleurs très bien fait. Et donc, je vous invite à aller voir directement sur le site pour en savoir plus sur le projet Energy Observer. Mais dans le cadre des recherches hydrogène, c'est un projet qui paraît intéressant. Voilà. Désolé pour les questions auxquelles on n'a pas forcément répondu, mais on va devoir… on a déjà bien dépassé le temps. Pour les questions auxquelles on a… les questions de dernière minute auxquelles on n'a pas répondu, on vous fera un retour par mail. Alors, s'il y a parmi vous des participants qui ont également assisté au dernier webinaire sur les énergies de transition, on n'a pas eu le temps avec Bertrand de répondre aux questions qui ont été très nombreuses sur les énergies de transition. On vous promet de le faire là dans les semaines qui viennent. En tout cas, on va s'y atteler et on répondra aux questions auxquelles on n'avait pas forcément répondu également sur la partie énergie de transition. On ne vous oublie pas. Voilà, bien écoutez, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, un bel été et nous vous donnons rendez-vous avec le petit pop-up qui s'affiche à notre prochain webinaire début septembre. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.